Bienvenue sur le ring du Book Fight Club, le podcast qui lit pour toi les livres que tu liras jamais. Les mémoires de ceux qui sont connus, de ceux qui font l'actu. Et c'est pas ChatGPT qui le fait, c'est juré. Du fond du fight, du fun dans tes oreilles pour animer ton run, ton trajet. Le podcast qui potasse et qui tabasse, tu peux plus t'en passer. Bienvenue sur le ring, le combat va commencer. Pense à t'abonner. Bienvenue dans la deuxième partie du duel Brigitte Bardot-Pamela Anderson. Retournons tout de suite sur le ring, retrouver nos sex symboles amis des bêtes. Deuxième round, naissance d'un sex symbole, la suite. Retrouvons Pamela Anderson à son arrivée à Los Angeles en 89. Elle a 22 ans, vient juste de faire quelques photos publicitaires quand Playboy la repère et lui propose de faire la couve du magazine. Son arrivée est rocambolesque, ressemble à une cavale. Elle fuit son mec violent et fou de jalousie et s'aperçoit à l'aéroport qu'il lui faut un visa de travail pour quitter le territoire canadien. Heureusement, Playboy s'occupe de tout et elle peut enfin décoller. C'est la première fois qu'elle prend l'avion et quand elle atterrit, elle vit un rêve éveillé. LA est alors en pleine Gay Pride. Elle est enchantée par l'ambiance de liberté et la gaieté qui règne. Playboy la traite comme une reine, la loge dans un bel hôtel de Beverly Hills et le soir même, une limousine la conduit au manoir Playboy. Elle hallucine. Dans cet édifice aux allures de château de la Belle au Bois dormant, elle croise Stallone, Tony Curtis, Cher. Hugh Hefner apparaît, royal, gentleman, séduit par cette gamine qui reconnaît au mur une toile de Salvador Dali. Dès le lendemain, elle est convoquée pour sa première séance photo. Elle est très intimidée, ne comprend pas bien ce qu'elle fait là, elle, la petite Canadienne au trait encore enfantin. L'équipe la chouchoute, elle se fait coiffer, maquiller, dorloter. On s'intéresse à elle, on la met à l'aise. Puis vient le moment fatidique, la séance photo. Un blazer, une cravate et un chapeau pour seul costume. Ils ont réussi à lui faire lâcher ses sous-vêtements en lui promettant qu'on ne verrait rien. Quand une assistante lui effleure le sein pour écarter un pan de sa veste, le trauma de son enfance remonte d'un coup. Elle est prise de vomissement. Elle se ressaisit, s'excuse, continue. Tout le monde est content des photos, elle ne se reconnaît pas. Elle est prise dans un tourbillon qu'elle ne maîtrise absolument pas. On la relook en Barbie pupute, on l'emmène déj dans des endroits à la mode où elle se fait aborder par des libidineux qui lui proposent la lune. Hefner veut en faire une playmate, c'est-à-dire avoir l'honneur de servir de modèle pour le dépliant central du magazine et de recevoir pour cela 15 000 $. Sa mère, au téléphone, lui dit en pleurant « Fais-le, fonce, c'est ta chance, ne regarde pas en arrière, vis ta vie ». Un producteur, ex-coiffeur et amant de Barbra Streisand, croisé au manoir, tombe raide de la jolie poupée qu'il installe dans une de ses maisons à Bel Air, le quartier chic de LA. Il a 22 ans de plus qu'elle, beaucoup d'argent et la couvre de cadeaux luxueux. Pam a des étoiles dans les yeux, n'évoque aucune contrepartie, mais bon, on sait bien que rien n'est gratuit dans ce bas monde. Donc quand elle démarre une amourette avec un acteur de seconde zone qui lui dit « Meuf, tire-toi de là avant de devoir payer la facture », et qu'en plus son sugar daddy lui interdit de continuer à bosser avec Playboy, notre Pam abandonne derrière elle bijoux, voitures, fringues de luxe pour se prendre un appart minable, retrouver sa dignité et commencer une psychanalyse. Au contact de son boyfriend métis, fils d'une pionnière de l'écologie et d'un Black Panther, elle découvre l'activisme, s'intéresse à la lutte pour les droits civiques, la cause LGBT. Arrive le fameux shooting pour la page centrale de Playboy. Pas si simple de prendre la pose dans le plus simple appareil sans avoir l'air gêné. Le décor est une belle propriété au milieu de la nature, Pam s'y sent bien et se lâche comme jamais. Elle se libère, laisse exploser sa sensualité sans culpabilité, l'ADN de Playboy selon Hefner. Elle est de toutes les fêtes au manoir, se sent en famille au milieu des playmates, notamment les anciennes. Mais ça tourne au vinaigre quand elle refuse de se prostituer et rapporte les propositions indécentes à Hefner. Elle devient la cafeteuse pour les filles qui arrondissent leur fin de mois. Elle entend parler de trucs pas cool, de groupes d'ex-playmates embauchés à l'étranger et retenus contre leur gré. En fait, la naïve Pam ne raconte que le glam et le gentillet de son expérience. Elle a clairement bénéficié d'un traitement de faveur de Hefner et de la fin de l'âge d'or. Car le manoir Playboy est en réalité une prison pas si dorée. Les témoignages de playmates et girlfriends de Hefner montrent une réalité bien plus sordide. C'est un lieu dégueulasse, mal entretenu, envahi par la moisissure qui rend malades les filles, réduites en esclavage et surveillées 24/24. Où règnent les MST, les viols sous soumission chimique, les overdoses, les suicides. Hugh Hefner est malade et complètement taré, prédateur sadique et parano. Pamela, elle, n'a pris que le bon et s'est tirée à temps, quand les directeurs de casting inondent le bureau de Playboy de propositions pour elle. Elle commence par refuser Baywatch, dont le tournage lui semble trop loin. Elle participe à une autre série où elle joue la potiche de service. C'est un carton et elle commence à être reconnue dans la rue.
Baywatch la veut absolument, donc quand David Charvet, son boyfriend du moment, passe une audition, elle l'accompagne. La prod lui offre un rôle sur mesure et sur le champ. Elle adore jouer cette sauveteuse proche de la nature et un peu rebelle, qui lui ressemble tant. L'ambiance du tournage est très familiale et la série cartonne, surtout grâce à elle. Elle ne se rend pas compte tout de suite du phénomène, mais la série est largement achetée par les diffuseurs étrangers. Certains n'achètent que les épisodes où elle apparaît. Baywatch est diffusée dans 150 pays. Pam raconte. À l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait 150 pays. Des milliards de personnes l'ont regardée, elle est rapidement devenue la série numéro 1 dans le monde. La machine s'emballe, Pamela Anderson devient un phénomène mondial, un sex symbole à l'ancienne, comme l'a été avant elle, Brigitte Bardot. Elle ne maîtrise rien. Mattel se fait des couilles en or sur son dos avec sa Barbie Baywatch, elle n'en voit pas la couleur bien sûr. Mal entourée, mal conseillée, trop naïve. Elle écrit « Ma vie a décollé sans moi, je me sentais superficielle, matérialiste. Je plaisantais en disant que mes seins avaient leur propre carrière et que je ne faisais que les suivre. Je me souviens de la salle de gym du manoir Playboy où j'ai accepté de gonfler ma poitrine, comme tout le monde, pour ensuite subir des années d'attention sordide à laquelle je n'étais pas préparée. Puis sont venues les complications inattendues qui ont conduit à d'autres opérations, dans un cercle vicieux. J'étais pourtant bien au naturel. » La folie des fans commence à perturber les tournages de la série. Elle voyage beaucoup pour accompagner la promotion internationale, contrat oblige. Mais elle adore. S'immerge autant qu'elle le peut dans la culture locale, court les musées, parle aux locaux, apprend toute l'histoire des pays qu'elle visite. Tout le contraire de Bardot, qui crache son racisme et son mépris colonialiste partout où elle met les pieds. Mais comme bébé, la passion du public la met en danger. Et elle manque de mourir violée et piétinée en Uruguay. Sa vie amoureuse de collectionneuse de boyfriends people prend un tournant radical quand elle rencontre Tommy Lee, le batteur du groupe metal Motley Crue, alors qu'elle s'apprête à tourner son premier grand rôle culte au cinéma avec Barb Wire. Entre ces deux-là, c'est le coup de foudre immédiat. Mais la BFF de Pam, qu'elle a fait venir du Canada pour devenir son assistante, voit le coup foireux venir et fait barrage à leur idylle, conseillant à Pam de se concentrer sur ses projets pro. Mais Tommy la veut coûte que coûte et la traque, jusque sur son shooting au Mexique dont elle repart, la bague au doigt. À l'époque, elle sort avec Kelly Slater, le champion du monde de surf. C'est donc à lui qu'elle annonce en premier son mariage avec Tommy. Dans ses mémoires, elle révèle que Tommy lui a mis un roufie dans son verre quand il l'a demandé en mariage. Ils font ça en maillot de bain, sur la plage, avec une poignée de fêtards inconnus. Ça commence bien. Mais elle est folle amoureuse. Leur passion est très sexuelle, peu discrète. Donc quand ils atterrissent à LA, une marée de paparazzi les accueille. La mère de Pam est furieuse, son frère aussi. Sans s'en rendre compte, elle a exclu sa famille de son mariage. Leur histoire est ultra passionnelle, très charnelle. En fait, ils ne se parlent à peine, ne savent rien l'un de l'autre. Et ils deviennent la cible préférée des paparazzis. Ils sont harcelés, traqués tout le temps. Ensemble, ils s'amusent bien, ils baisent et font la fête non-stop. Pam se découvre un don pour organiser des fêtes complètement dingues, avec des nains, des acrobates, des drag queens. Ça finit souvent en orgie. Le tournage de Barb Wire, son nanar culte, démarre. Pam enchaîne les cascades en moto, apprend le kickboxing pendant que Tommy l'attend à poil dans sa caravane. Sa présence devient vite gênante pour la prod, d'autant que Pépère est violent. Il est donc vite interdit de tournage. Mais il saute les barrières, se tape l'incruste inlassablement. Elle trouve ça marrant au début. Mais elle peine à tenir le coup entre le tournage ultra physique et ses nuits torrides sans sommeil. Une copine lui file des pilules de régime, de l'éphédrine, un stimulant utilisé notamment pour traiter l'hypotension. Elle perd rapidement du poids, elle qui n'est déjà pas épaisse. Elle tombe à 47 kilos pour 1m70 et tient à peine debout. Tout le monde s'inquiète, mais personne n'ose plus l'approcher tant l'emprise de Tommy devient menaçante. Sur le tournage, ils réécrivent ses scènes pour que son personnage n'ait plus de scène d'amour et ainsi éviter les pétages de plomb de l'autre taré. Un jour, pas de Pam sur le tournage. C'est son chauffeur qui la trouve inanimée chez elle. Elle a tenté d'en finir avec un flacon d'Advil et une bouteille de vodka dans sa baignoire remplie à ras-bord. La veille, Tommy a embouti sa voiture dans la caravane de maquillage et enlevé Pam trop faible pour résister, l'a déposée chez eux et a disparu toute la nuit. Son frère est figurant sur Baywatch et voit tout ça. Quand Tommy débarque à l'hosto, fou d'inquiétude et de remords, le petit frère lui pète la gueule. Dans cette cohue, le médecin tente d'en placer une, d'annoncer une nouvelle importante. Pam est enceinte. Bonheur immédiat. Hélas, elle perd le bébé au bout de quelques semaines. Le couple anéanti décide de calmer le jeu sur la fête et les drogues, et veulent fonder une famille. Elle reprend le tournage de Barb Wire, et lors d'une cascade, elle s'effondre de douleur lorsqu'elle s'explose un kyste ovarien. Hosto again, et là tenez-vous bien. Il baise dans son lit d'hôpital avec son kyste ovarien éclaté et sa perf. Comment est-ce physiquement possible ? Bref, elle est rapidement de nouveau enceinte, la grossesse se passe bien, Tommy est gentil. Elle accouche chez elle sans péridurale ni même un Doliprane, elle en est très fière. Ils nagent dans le bonheur, vivent en autarcie dans leur cocon cernés par les paparazzis. Mais quand ils ressortent, confiant le bébé à la mère de Pam, les paparazzis les agressent, les provoquent, les traitent de mauvais parents, de drogués. Ça dégénère vite, sous l'œil des caméras.
Un photographe à la hanche cassée dans une bagarre. Une autre fois, c'est la mâchoire. Les poursuites judiciaires s'accumulent, les règlements à l'amiable à coups de milliers de dollars aussi. Elle retombe vite enceinte. Elle arrête Baywatch pour devenir maman à temps plein. Un jour, un immense coffre-fort contenant des bijoux, des papiers et la collection d'armes de Tommy est volé. Vu la taille de l'engin, le coup vient forcément d'un employé. Ils sont choqués, mais passent vite à autre chose. Mais il y avait quelque chose dans le coffre qu'ils avaient oublié. Une sextape. Ils réalisent le truc quand un mec de Penthouse leur propose 5 millions de dollars pour les droits. D'abord, ils l'envoient chier, ne se souvenant pas du tout avoir filmé leurs ébats. Et puis l'info fait les gros titres. Une actrice porno se faisant passer pour elle fait la promo de la cassette commercialisée par Tower Records. Pam est effondrée. Ils engagent des poursuites. Elle est alors enceinte de 7 mois de son deuxième fils. Sa déposition est une séance d'humiliation. On la fait passer pour une pute qui a bien cherché ce qui lui arrive. Le harcèlement médiatique est terrible. Leur cause, perdue. Devant le stress qui menace la sérénité de sa grossesse, le couple décide de laisser tomber les poursuites. Le mal est fait. Pour longtemps. Pour Tommy, le rocker, c'est un coup de pub bienvenu. Un galon supplémentaire à sa légende. Pour elle, c'est la cata. La fin du rêve d'avoir un jour une carrière d'actrice sérieuse. Pour leurs enfants, une casserole, un sujet de moquerie qui se traîneront toute leur scolarité. Ils se replient sur leur vie de famille, d'abord soudés dans l'épreuve. Et puis rapidement, 2 bébés qui braillent et une Pam moins dispo pour la fête du slip, ça commence à saouler Tommy, et une engueulade vire au drame. Elle a ses 2 fils âgés d'à peine 1 an et quelques semaines dans les bras quand Tommy vrille et les balance contre le mur. Son sang ne fait qu'un tour, elle appelle les flics et quand il demande s'il y a des armes dans la maison, elle dit la vérité. Tommy est déjà en probation. Il est immédiatement arrêté, direction Zonzon. Le divorce est une épreuve, la laisse à plat. Tommy est l'homme de sa vie, mais elle doit protéger ses fils. Elle remonte la pente grâce à la méditation, à une alimentation plus saine et, de nouveau, la psychanalyse. Elle s'intéresse à la relation mère-fils, cherche à éviter les pièges, les erreurs à ne pas reproduire. Elle trouve un refuge dans The Colony, une communauté protégée de Malibu, ensemble de propriétés les pieds dans l'eau datant de l'âge d'or hollywoodien où les stars vivent à l'abri des médias et des fans. Bon, un jour, elle trouve une fan française frappadingue dans sa chambre d'amis. Mais elle construit pour ses enfants un environnement relativement sain, avec ses parents en relais et Tommy qui joue quand même vaguement son rôle de père. Elle reprend doucement sa carrière avec la série VIP, puis rencontre Kid Rock, un vrai gogol celui-là. Soutien invétéré de Trump, il est surtout connu pour ses altercations en tout genre, ses plagiats, son rock crasseux white trash. Mais Pam l'épouse à Saint-Tropez dans une débauche de fête et de vulgarité. À travers ces pages, on comprend que Pam n'a que peu d'amis sincères. Son BFF est le photographe David Lachapelle, dont elle est la muse, mais Kid Rock le jalouse, c'est abruti, alors que Lachapelle est gay, évidemment. Tommy leur pourrit la vie dans des altercations publiques. Pam est tombée bien bas. Elle vit une double vie. La fête jet-set beauf avec Kid Rock et sa vie pépouze de mère de famille normale avec ses fils. Et puis à la violence de trop, notamment quand elle s'aperçoit que Tommy lui a refilé une hépatite C, l'histoire s'arrête. Son instinct de survie refait surface et elle se bat contre Tommy pour obtenir la garde exclusive de ses fils. Elle s'installe dans une caravane de luxe en attendant la fin de la construction de sa maison de Malibu. Ils vivent les pieds dans l'eau, simplement. Surfent tous les matins avec les copains du coin avant l'école. Elle marche longuement avec son chien sur la plage. Puis, après avoir déposé les kids à nouveau sur les hauteurs de Malibu, avec le pasteur de l'école qui devient un ami, un thérapeute, un guide spirituel. Elle accueille régulièrement les enfants du coin. Sa caravane devient le rendez-vous pour le goûter, pour des conseils, de l'affection. Au fil des rencontres, elle se crée une famille d'amis, d'artistes, d'originaux, d'esprits libres, telle que la créatrice de mode punk Vivienne Westwood, qui vient volontiers camper sur sa propriété avec son mari. On propose à Pamela une résidence de 3 mois à Vegas comme assistante d'un magicien superstar. Elle adore l'expérience de la scène, c'est une révélation. Elle est comme un poisson dans l'eau. Mais les allers-retours sont épuisants car elle tient à continuer à conduire ses enfants à l'école. Et puis à Vegas, son entourage est toxique, malhonnête. Un artiste de rue dont elle s'est entichée pour décorer sa loge et son chauffeur accumule les dettes de jeu auprès de Rick Salomon, une belle ordure. Rick Salomon, c'est un fils à papa d'Hollywood qui claque la fortune familiale au poker et dans des prods foireuses au cinoche. C'est lui qui a forcé la toute jeune Paris Hilton à tourner avec lui sa sextape, puis qui a fait fuiter la cassette. Donc cette raclure propose à Pam d'effacer la dette de ses employés si elle couche avec lui. Pam, qui n'en est pas à une connerie près, dit banco. Il se marie Fissa, forme un temps une joyeuse famille recomposée avec ses fils et ses filles à lui, pour divorcer 2 mois plus tard quand elle trouve une pipe à crack dans le sapin de Noël. Voilà. Une fois de plus, elle touche le fond et remonte vite fait, en décidant de changer de look. Elle s'inspire de la nouvelle vague française, de Bardot, adopte une coupe courte à la Jean Seberg. Elle fait un comeback par la grande porte, des photos classes dans Vanity Fair avec Tom Ford, fait quelques apparitions dans des blockbusters. Et puis rebelote. Elle retrouve Kid Rock, se remarie avec lui pour redivorcer dans la foulée et refait la même avec Rick Salomon.
Bon là, on peut légitimement se poser la question de sa relation avec la drogue. Elle ne l'évoque pas vraiment dans ses mémoires, sauf quand son fils de 20 ans décide de lui-même de suivre une cure de désintox par anticipation, écrit-elle, car il est génétiquement prédisposé et factuellement exposé depuis son plus jeune âge. En interview, en 2024, elle en dit un peu plus quand elle évoque son amitié avec Amy Winehouse, indiquant qu'elle aurait pu suivre la même route si elle n'avait pas eu ses fils. Bref, pendant qu'elle fait nimpe avec sa vie sentimentale, elle veille au grain au sujet de l'éducation de ses fils. Après l'école primaire publique à Malibu, loin des ghettos pour gosses de riches privés de Hollywood, elle prend la lourde décision de les envoyer en pension au Canada sur son île de Vancouver natale. Une promesse qu'elle s'est toujours faite depuis qu'elle est petite, car l'école est excellente et de renommée mondiale. La séparation est un déchirement, pour elle comme pour eux, mais elle tient bon sur cette sage décision. En plus, ses parents, revenus s'installer au Canada, sont à 1 heure de route du pensionnat. Ses parents se révèlent d'extraordinaires grands-parents. Leur relation s'est assagie et ils transmettent à leur petit-fils cette saine éducation canadienne, proche de la nature et des valeurs simples. Quand ses fils terminent l'école et s'installent dans leur vie d'adulte, elle passe du temps à Saint-Tropez, se promène pieds nus dans la ville, son panier et ses espadrilles à la main sur les traces de Brigitte. Elle devient pote avec Lagerfeld, s'installe à Paris, à Montmartre, se cherche, prend des cours de dessin, se retrouve dans le destin de Dalida, broyée elle aussi par la célébrité. À Monaco, elle tombe love d'Adil Rami, 20 ans de moins et footballeur à l'OM. Leur histoire se termine mal, Adil n'ayant jamais vraiment rompu avec la mère de ses enfants. Cette nouvelle déception sentimentale marque une vraie rupture dans son parcours. Elle vend sa maison de Malibu, retourne sur l'île de Vancouver et retrouve la nature. Elle se crée un havre de paix écologique avec gestion durable de l'eau et énergie solaire. Elle sème et cultive un potager. Bon, elle n'en parle pas dans son livre, mais elle vrille un peu avec le Covid, vu qu'elle épouse son vieux producteur Sugar Daddy de ses débuts pour faire annuler le mariage 12 jours plus tard, en janvier 2020, et épouser un maçon de l'île de Vancouver, embauché comme bodyguard en décembre de la même année pour divorcer 1 an plus tard. Mais en 2022, un rêve se réalise. On lui propose le rôle principal de la comédie musicale Chicago, à Broadway. Ses fils l'encouragent, elle se lance. Et bosse comme une acharnée. Chant, danse, comédie, 8 représentations par semaine. Broadway, c'est du sérieux. Le succès est au rendez-vous, les critiques unanimes. A Star is Born. Pamela Anderson a 55 ans et du talent. Qui l'eût cru? À partir de 2023, elle s'affiche désormais sans maquillage, multiplie les projets sérieux, comme le film The Last Showgirl, pour lequel elle reçoit de nombreuses récompenses en 2025. Une amourette adorable démarre avec le veuf Liam Neeson, son partenaire à l'écran pendant la promotion de leur film, mais Pam a récemment confirmé que c'était fini. Aux dernières nouvelles, elle a lancé une boîte de prod avec ses fils. Mais son œuvre principale, celle de toute une vie, c'est sa fondation, qu'elle a fondée en 2013, pour soutenir les causes qui lui sont chères, la défense de la nature, des plus fragiles, des animaux. Troisième round, passionnariat de la cause animale. La passion de Bardot pour les animaux commence par un dégoût. Alors qu'elle a 6 ans et en convalescence de la scarlatine, sa mère se démène en pleine guerre pour lui trouver au marché noir de la cervelle d'agneau. Traditionnellement, cet abats, riche en protéines et oméga 3, est considéré comme un aliment reconstituant. Mais bien sûr, c'est dégueulasse et répugnant, et la petite Brigitte refuse net d'en avaler une bouchée. Sa mère la force, la petite est malade toute la nuit. À Louvciennes, dans la propriété de ses grands-parents, rebelote. L'enclos à lapin si mignon sert de garde-manger. Quand son lapinou préféré est servi à table, la petite est effondrée, refuse de manger et pleure pendant des heures. Une autre fois, alors que son père chasse une souris de la cave, elle récupère le petit animal sonné en cachette et le garde dans la manche de son pull pendant tout le dîner, finissant par relâcher la petite bête dans le jardin sans que personne n'en sache rien. La petite Parisienne n'a pas le droit au moindre animal de compagnie chez ses parents. Aussi, quand elle s'installe à 18 ans avec son nouveau mari Vadim, celui-ci lui fait la joie de lui offrir son premier chien, le premier d'une longue série, compagnon de sa solitude et réceptacle de son affection, notamment quand elle rejette si violemment sa maternité. Vadim l'emmène en reportage pour Paris Match chez une vicomtesse pour couvrir une grande chasse à courre, l'un des événements mondains de l'année. Malgré son dégoût de la pratique, Bardot a tenu à accompagner son jeune époux par jalousie et possessivité. Bon, évidemment, elle fait une scène, s'enferme dans sa chambre et devient folle de haine pour ces chasseurs barbares quand elle voit le corps ensanglanté du cerf abattu dans la cour du château. Dès qu'elle croise un animal maltraité sur un de ses tournages, elle se démène pour le sauver. Elle recueille une petite chienne battue par des enfants des rues en Espagne. Pour une scène où elle doit torer une vachette gavée d'anesthésiant, elle arrête net le tournage quand la pauvre bête meurt, victime d'un surdosage. Son activisme démarre en 62. Un ami photographe réalise un reportage clandestin dans les abattoirs de la Villette. Elle s'invite dans l'émission 5 colonnes à la une pour dénoncer le terrible sort de ces animaux destinés à être mangés, égorgés vivants, saignés sans aucune méthode d'étourdissement.
L'impact de cette séquence est immense pour elle comme pour la cause. Si elle est raillée par beaucoup, elle est aussi admirée pour son courage et son franc-parler. Elle obtient ainsi un rendez-vous au ministère de l'Intérieur où elle présente au ministre débordé par la menace terroriste de l'OAS des prototypes de pistolets d'abattage destinés à assommer le bétail et réduire la souffrance animale inutile. Il a fallu 10 ans à la France pour légiférer sur la question. Dans sa maison de campagne des Yvelines, elle commence à recueillir des animaux. Un agneau qu'une petite fan l'implore par lettre de sauver de l'abattoir, un âne que ses amis lui offrent pour ses 30 ans, le chien agressif de Delon qui devient son meilleur garde du corps. Bon, elle agit un peu de manière irresponsable avec ses animaux, les trimballe partout et quand ce n'est plus possible, les entasse dans sa maison de campagne. C'est ainsi que le chien de Delon dévore l'agneau. Et puis un jour, son ami défenseur des animaux l'alerte de l'état déplorable d'un refuge SPA pour chiens et chats à Gennevilliers. Elle déboule en Rolls, comme une furie, avec la presse. Et devant la misère des lieux, l'état lamentable des animaux, elle décide d'adopter sur le champ les 5 chiens les plus mal en point, 10 chats qui viennent à elle spontanément et embarque tout ce petit monde en Rolls dans sa maison de campagne. Sur son tournage du moment, elle débarque avec une camionnette pleine de chiens de la SPA et harcèle, supplie chaque figurant, chaque technicien d'adopter un chien. Quand on lui dit Brigitte, on t'attend pour tourner là, elle insulte la terre entière. Bref, elle met toute sa santé mentale défaillante, sa haine de l'humanité et son aigreur grandissante dans cette cause, et ça marche. La pression médiatique oblige la SPA à reconstruire un refuge digne à Gennevilliers, et les adoptions spontanées sont nombreuses. Mais son refuge improvisé chez elle dans les Yvelines part en sucette. Ces chiennes adoptées, non stérilisées, sautent les clôtures, ravagent les champs voisins, ce qui énerve évidemment les agriculteurs du coin. Et les pauvres gardiens de la propriété, qui ne sont ni vétérinaires ni gardiens de zoo, se font incendier par Bardot. Donc il y a des chiens tués, peut-être par des chasseurs, peut-être empoisonnés. Pendant qu'elle court les fêtes jet-set à Saint-Trope, c'est un carnage. Et elle accuse la terre entière sans assumer ses propres responsabilités, comme d'hab. Pire, elle met de l'huile sur le feu, organise des balades à pied avec toute son arche de Noé pour abîmer les champs alentours. Elle est très fière de sa bêtise crasse et continue d'entasser les animaux, accueillant des chèvres pleines promises à l'abattoir. Elle met sa carrière en péril, sombre dans la folie. Quand sur un tournage en Espagne, elle recueille une chienne agonisante qui meurt dans ses bras, elle s'effondre, ne peut plus tourner et contraint la prod du film à abréger son contrat. Sur son tout dernier film, elle apprend qu'un chevreau servirait de méchoui pour la fête de fin de tournage. Elle vrille, ne pense qu'à sauver l'animal qu'elle achète à prix d'or et l'emmène à l'hôtel. Évidemment, l'hôtelier n'en veut pas, et puis qui va lui donner un biberon toutes les 3 heures pendant qu'elle tourne? Une fois de plus, elle n'a pas réfléchi aux conséquences de ses actes. Sa solution au problème, comme toujours, faire un caprice et s'enfermer avec la chef dans sa chambre. C'est là qu'elle décide d'arrêter le cinéma. Elle devient la marraine du nouveau refuge SPA de Gennevilliers qu'elle inaugure en 73. Elle passe 4 heures à 4 pattes à câliner les bêtes et à pleurer de les voir derrière des barreaux devant une presse médusée. C'est là qu'elle décide d'agir à plus grande échelle. Sa copine, la grande écrivaine Marguerite Yourcenar, est elle aussi une fervente défenseuse des animaux, végétarienne car elle, je cite, ne digère pas bien l'agonie. En 68, elle l'a alertée sur le sort des bébés phoques au Canada. Dans la tradition inuite, on assomme les bébés phoques dont on récupère la viande, la fourrure, la graisse, l'huile et les os. Cette chasse est vitale pour les communautés locales. Mais la bien-pensance colonialiste occidentale s'en fout parce qu'un bébé phoque, c'est tellement mignon. Bardot fait pression sur son vieux pote de bringue, Giscard d'Estaing, devenu entre-temps président de la République, qui décide en 77 d'interdire l'importation des peaux de phoque. Dans la foulée, elle embarque avec Paul Watson, qui vient de fonder l'ONG Sea Shepherd, direction la banquise au Canada pour dénoncer le massacre au cri de « Canadiens assassins ». Son ramdam médiatique marche. En 83, la communauté européenne interdit l'importation des peaux et fourrures de bébés phoques, provoquant la chute drastique du nombre de phoques abattus, divisé par 10 en moins de 5 ans. En 80, elle convainc encore une fois Giscard d'interdire l'utilisation d'animaux dans les crash tests des ceintures de sécurité automobiles. Mais leur amitié se brise sur la question de la chasse, dont Giscard est féru. En 86, Bardot passe aux choses sérieuses avec la création de sa fondation. Pour la financer, elle vend ses bijoux, robes, des photos dédicacées. Elle tape ses amis riches, notamment son ex-mari milliardaire, qui a la grande classe de lui racheter sa bague de fiançailles au diamant gigantesque pour la lui redonner. Elle crée une série télé pour sensibiliser le public à sa cause, SOS Animaux, où sont dénoncés les trafics en tout genre, les expériences pharmaceutiques, les conditions des abattoirs, la corrida, la chasse, le cirque, les zoos. Elle copine avec les grands de ce monde pour les rallier à sa cause, le Dalai Lama, le pape Jean-Paul II. Elle harcèle tous les ministres de l'Agriculture, de l'Écologie, les présidents. Elle fait don de la madrague à sa fondation pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique, finalement accordée en 92, et achète un domaine de 8 hectares dans l'Eure pour y fonder un refuge. Inlassablement, elle sort régulièrement de sa retraite pour défendre la cause animale. La publication de ses mémoires est un carton éditorial, dont elle injecte tous les gains dans sa fondation. Elle continue à publier régulièrement des livres autobiographiques racontant son engagement. Elle gagne régulièrement des combats
obtenant l'interdiction de couper la queue des chevaux en 96 et la fin de l'importation et du commerce de peaux de chiens et chats en 2006 en France, suivi par l'ensemble des pays de l'UE en 2007. Bardot obtient de Chirac en 2009 son soutien pour le vote de l'interdiction des importations et ventes de produits issus de la chasse aux phoques en Europe. Et elle s'insurge publiquement auprès de Sarkozy de l'abattage rituel de l'Aïd. Ces prises de position contre les pratiques dites barbares d'autres cultures, s'accompagnant de commentaires racistes et misanthropes, en font une figure décriée mais aussi adorée d'une grande partie du public, qui, comme elle, préfère les animaux aux humains étrangers. Son mariage avec Bernard Dormal, son amitié avec Jean-Marie Le Pen, son admiration pour Poutine et ses déclarations réactionnaires sur le mouvement MeToo et anti-vax en font une icône d'extrême droite, qui, elle, dit tout haut ce que eux pensent tout bas. Enfin, de moins en moins tout bas, vu les sondages qui donnent gagnant Bardella Le Pen en 2027, quelle que soit la configuration du second tour. Aussi, je me dois de citer ses engagements en faveur d'un prisonnier noir américain accusé de viol et condamné à mort en 1960 alors qu'il croupit en prison depuis 1948. Elle tente d'écrire à Eisenhower, qui la renvoie vers le gouverneur de l'État de Washington, mais trop tard, le malheureux est exécuté quelques jours plus tard. Pareil en 64, Bardot soutient publiquement l'appel à l'aide de Joséphine Baker pour sauver de la ruine sa propriété où elle accueille 12 orphelins de toutes origines. La fachosphère adore rappeler ces épisodes de générosité envers des Noirs. Preuve ultime, selon eux, que bébé n'était pas raciste. C'est un peu leur monde antisté juif, je ne peux pas être antisémite, voyons. Mais retenons l'action de sa fondation, qui en 40 ans a recueilli plus de 12 000 animaux, mené des actions dans 70 pays, créé 4 refuges, emploie 300 salariés, des centaines de bénévoles et est soutenue par 40 000 donateurs. À la mort de bébé, la fondation affiche une bonne santé financière, la star s'étant assurée de lui faire bénéficier de la majorité de son patrimoine, son fils, lui, héritant de quasi rien. Aussi détestable que soit Brigitte Bardot, elle a été une pionnière essentielle pour la cause animale, et son action en la matière reste et restera remarquable. L'amour de Pamela Anderson pour les animaux vient elle aussi de sa plus tendre enfance. De cette nature du Grand Ouest canadien, immense et sauvage, où elle crapahute tout bébé à 4 pattes pour observer les insectes. De sa tante paternelle, sourde, qui lit sur les lèvres, et s'occupe de tous les chats sauvages environnants. La petite Pam apprend avec elle à créer une connexion, à développer un langage secret avec les animaux. Elle collectionne vite les éclopés, un chat qui marche de travers, un oiseau aux ailes brisées, un bébé lynx orphelin. La passion de défendre les bêtes lui vient elle aussi du trauma que lui cause la découverte de la cruauté des hommes. Son père est chasseur, et un jour, elle tombe nez à nez sur un cerf décapité, dégoulinant de sang dans la remise qui lui était interdite. Dès 6 ans, elle refuse obstinément de manger des animaux, et parvient, à force de supplications et de larmes, à convaincre son père d'arrêter la chasse. Quand la tension est au maximum à la maison avec l'alcoolisme violent de son père, elle vit un drame fondateur. Sa chatte adorée a des chatons, et la petite Pam brave l'interdiction parentale d'emmener les bébés à l'intérieur. Le père, raide, bourré et ivre de colère, se saisit des petites bêtes, les fourre dans un sac et les noie dans l'océan devant sa petite fille désespérée. Pam écrit « J'ai eu l'impression de mourir avec eux cette nuit-là ». Bien plus tard, quand elle est ado et traîne avec des mecs plus âgés sur la base militaire de l'US Air Force du coin, elle secourt un chat torturé par des abrutis bourrés qui essaient de le faire frire dans une poêle en fonte. Elle chope le chat, appelle son père à la rescousse qui accepte d'adopter le rescapé, devenant au passage son meilleur ami. L'épisode des chatons a dû peser sur la conscience du daron. Quand le succès international de Baywatch fait exploser le phénomène Pamela Anderson, elle décide instantanément de mettre cette subite célébrité au service d'une cause qui a du sens. Elle contacte donc PETA, la SPA américaine, et participe à sa première campagne avec eux, tourner le dos à la fourrure. C'est diablement efficace. Une Pamela superstar à poil affichée en géant sur Times Square, doublée d'une campagne de sensibilisation internationale, relayée auprès des leaders mondiaux, met le sujet sur le devant de la scène. Ils refont plusieurs campagnes choc ensemble, comme en 2010, pour promouvoir le végétarisme, avec une Pamela en bikini dont les parties du corps sont décrites comme celles des animaux, épaules, jarrets, etc. En 2013, elle lance sa fondation pour soutenir l'activisme de première ligne sur les enjeux de protection de la nature, des animaux et des plus vulnérables. Mettant sa notoriété et son réseau au service du bien commun, elle lève des fonds et agit elle-même dans son quotidien. Ainsi, elle transmet ses belles valeurs à ses fils, organisant avec eux des vides-greniers, des stands de limonade, aussi pour leur rappeler que tout le monde n'a pas leur chance. Ensemble, ils font régulièrement du bénévolat pour les assos qui soignent la faune locale. Ils nettoient les cages des refuges, mettent les mains dans le cambouis, quoi. Elle est un précieux relais auprès du gouvernement canadien pour Sea Shepherd et la fondation Brigitte Bardot dans leur combat pour les phoques dès 2008. Bébé l'appelle d'ailleurs sa fille, même si elles ne se sont jamais rencontrées en personne. Quand Pam évoque son activisme,
Elle a toujours l'humilité de l'autodidacte, la volonté d'apprendre de ceux qui savent, pour optimiser son impact. Aussi, quand elle voyage, elle se rencarde sur la question la plus urgente du moment concernant les droits des animaux. Ainsi, elle va y agir en connaissance de cause des enjeux socio-économiques locaux de telle ou telle pratique, sans plaquer bêtement ses jugements de valeur occidentaux. Exemple qu'elle raconte dans son livre. Je me suis rendue à Tokyo pour présenter un MTV Awards et j'avais lu sur la situation tragique des dauphins à Taiji, une chasse sanglante pour les parcs à thème d'aquarium du monde entier. J'avais prévu un petit acte de protestation. J'allais porter un t-shirt sur lequel était écrit « Stop the hunt », arrêtez la chasse, lorsque je monterais sur scène. Les autorités m'ont fermement interdit de le faire. J'y ai beaucoup réfléchi. Ce n'est pas que j'ai cédé à leurs exigences, mais j'ai choisi de ne pas le porter, pensant qu'il y avait peut-être une façon plus intelligente et percutante d'aborder la question. J'ai cherché des militants locaux passionnés. J'ai alors décidé, dans la mesure du possible, de soutenir les organisations qui travaillent dans le pays, celles qui connaissent la culture et les sensibilités spécifiques à leur pays. J'ai ainsi constaté que sensibilité et respect sont les garants de l'efficacité partout où je vais. Voilà. Avis aux abrutis qui balancent de la soupe sur les chefs-d'œuvre dans les musées pour défendre quoi, on ne le sait même pas. Pam multiplie les voyages humanitaires partout dans le monde, notamment pour participer aux efforts de reforestation et de recherche d'alternatives viables à l'agriculture sur brûlis. Elle accompagne les efforts de Sean Penn pour Haïti, dévasté par un terrible tremblement de terre en 2010. Sa fondation finance aussi la production de documentaires pour sensibiliser sur les enjeux, mais surtout mettre en lumière les initiatives concrètes, bref, ceux qui agissent pour le bien. Elle fait du lobbying auprès des grands de ce monde. Au Kremlin, elle demande l'interdiction de la capture illégale des baleines vendues à des aquariums en Chine. Elle provoque même un tollé international aboutissant à la libération de 12 belugas prisonniers d'un petit enclos honteux. C'est là, en Russie, qu'elle visite aussi un orphelinat qui ne garde les enfants que jusqu'à leurs 16 ans. Elle cherche comment les aider et en discutant avec les ados bientôt à la rue, elle se rend compte qu'ils ne rêvent que d'apprendre un métier pour s'en sortir. Elle offre ainsi des machines à coudre, des boîtes à outils. Elle remplace les équipements vétustes de l'institution. Le max de ce qu'elle peut faire sans attirer l'attention des autorités, promptes à couper leurs subventions si le privé s'en mêle. On la voit aussi pas mal en France, prendre des positions contre le gavage des oies à la corrida, soutenir les migrants à Calais. Elle met à leur disposition une camionnette qui sert à la fois de cabine téléphonique avec Wi-Fi pour leur permettre de rassurer leurs proches restés au pays, et d'épicerie où trouver de la nourriture et des couvertures. Pendant cette période, avant le Covid et la guerre en Ukraine, l'Europe est riche, a de l'ambition, et Pam parcourt le continent pour promouvoir un New Deal vert. Aujourd'hui, malheureusement, il semble que la fondation de Pamela n'ait pas survécu et que se soit éloignée de l'activisme international pour se recentrer sur son havre de paix canadien, lancer sa gamme de skincare écologique et partager ses recettes véganes. Il faut dire que ses engagements politiques ont parfois été aussi, disons, douteux. Son amitié et soutien sans faille à Julian Assange dès 2016, son soutien à Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2017, au mouvement des Gilets jaunes en 2018, a quelque peu dérouté son message de sagesse. Bon, c'est aussi la période où elle se remarie et redivorce avec ses connards, donc ça doit pas aller super dans sa tête. Mais la désormais actrice sérieuse de 58 ans n'en a pas fini, c'est certain, de nous surprendre, et je ne doute pas un instant qu'elle ne revienne pas vite sur la scène internationale humanitaire. Voilà, c'est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir patiemment attendu cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode spécial Kids où on parlera encore de défense des animaux et de l'environnement. Allez, à plus! Ça y est, on referme le ring, on raccroche les gants, le duel est fini. Si t'as appris, t'as ri, mets des étoiles, un commentaire, ça n'a pas de prix. Parle du podcast, fais-le tourner. Si t'as pas vu le temps passer, le Book Fight Club dans tes oreilles reviendra, tu verras.